5, cas de finance niveau universitaire. J'ai fait la lecture des règlements, puis vous pouvez commencer la présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès qu'un de vous débute la présentation. La durée de présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. Maintenant, les juges se présentent. Bonjour, moi c'est Grégory Pellissier, je travaille chez EY en audit des systèmes informatiques, donc plus audit TI. Bonjour, moi c'est Zachary Oxley, je travaille chez Raymond Chabot Grant Thornton, je suis analyste en évaluation d'entreprise. Bonjour, Mathieu Bertillon de la Banque de développement du Canada. Moi je travaille comme directeur de compte au niveau du financement corporatif là-bas. Puis dans le cadre de la présentation, pour cette fois-ci, je serai WAD. Il y aura mon partenaire et associé. Puis en fait, c'est mon fils, la troisième personne, on analyse ensemble le projet. Merci beaucoup. Quand vous allez venir à commencer, on vous laisse aller. Merci. Juste une question technique, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un clicker, juste pour changer Non, il n'y a pas de clicker. Ok, on n'a pas droit. Monsieur Watt, nous vous remercions de votre confiance. Nous avons mobilisé tous nos efforts afin de vous porter conseil aujourd'hui. Je me présente, Marwan Griati, j'ai fait l'analyse du secteur auquel l'équipe Vancouver Jazz travaille. À ma droite, Julien Médu, il a fait l'analyse des risques ainsi que de la stratégie et la stratégie de l'implantation. À mon extrême droite, Mehdi Kalfala, il s'occupe plus de l'analyse quantitative de notre projet. Donc, notre mandat, c'est clairement de savoir s'il faut acquérir l'équipe Vancouver Jazz pour 10 millions de dollars. Est-ce qu'il serait rentable pour vous? On sait que vous êtes un fan de hockey. On sait aussi que vous avez un cercle amical qui préside certaines équipes de hockey. Donc, on sait aussi que vous avez un portefeuille de 10% qui vous fait un rendement de 10% chaque année. Donc, notre recommandation, c'est clairement d'acquérir l'équipe Vancouver Jazz pour 10 millions de dollars. Pourquoi? Parce que d'après les calculs qu'on a effectués, la valeur actualisée nette est de 3,5 millions de dollars. Mais selon le scénario pessimiste, ça serait plutôt 243 000 dollars. Pour le scénario le plus optimiste, ça va être 6,9 millions de dollars. Donc, l'ordre du jour, ça va être d'abord une analyse qualitative, ensuite une analyse quantitative, une évaluation et enfin une implémentation du projet. Au niveau de vos besoins, donc, comme je l'ai expliqué, vous avez déjà un portefeuille qui vous offre 10% par année. Et puis la question c'est, est-ce que acheter Vancouver serait rentable pour vous ou pas? Donc on va faire une petite analyse de la ligue. Donc il s'agit d'une ligue junior. Les types de consommateurs, c'est la classe moyenne. Donc il s'agit d'étudiants, de familles, mais aussi d'amateurs de hockey. Donc c'est des personnes qui sont issues de classe moyenne, qui ne vont pas forcément les payer un certain prix pour aller voir le match de hockey. L'état du marché, il est quand même plus mature. Donc c'est un marché qui n'a pas forcément un potentiel de croissance. Il est apparu forcément à Vancouver depuis 2010 à l'occasion des Jeux Olympiques. Par rapport à la concurrence, on a la Ligue nationale de hockey. La croissance des billets vendus depuis 2016 représente 6,14% pour la pré-saison et 5,94% pour la saison régulière. Quant au club que vous voulez acquérir, il s'agit d'un club qui joue dans la Ligue junior. Donc ses principaux sources de revenus, c'est les ventes de billets qui ont fait quand même une croissance négative de 1%, les stationnements, mais aussi la nourriture et le concert. Les principaux coûts, ça va être notamment les salaires, les taxes et assurances, ensuite les entretiens et réparations. Quant aux entretiens et réparations, en fait, ils ont fait une croissance négative de 60%, donc on a entretenu moins par rapport à... on a payé moins de coûts par rapport aux entretiens depuis l'année dernière. La propriétaire de l'aréna, c'est la ville de Vancouver. Ce tableau il représente en fait la croissance depuis 2012 des billets vendus. Donc en pré-saison, comme vous pouvez constater, Vancouver Jazz il a fait une croissance supérieure à la moyenne du marché, enfin à la moyenne de la Ligue junior. C'est quand même une moyenne d'à peu près 9%, contre 6%
la Ligue junior, tandis que la saison régulière, on remarque que on a du mal à être dans la moyenne de la Ligue, donc on est à 4% contre 6% environ. Quant au maximum de places à combler, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est quand même la Ligue junior, la Ligue de hockey est quand même un marché, disons, mature, mais par contre, il y a encore des places à combler qu'on peut aller chercher. Pour la place pré-saison, on a fait une moyenne entre 2012 et 2016. Il s'agit de 15 800 places qui sont comblées par année, contre 40 000 places de disponibles. Donc en moyenne, on pourrait aller chercher 24 200 places s'il le faut. Donc ça va être plus avec la partie de Julien qui va vous expliquer la stratégie à faire pour les combler. Par rapport aux places disponibles durant les saisons régulières, si on fait une mauvaise performance, on prévoit qu'il y aurait à peu près 75 000 places à combler, contre 175 000 places pour une bonne performance. Quand je parle de bonne performance, c'est notamment d'arriver en finale. Si on arrive en finale, on va jouer 20 parties de plus dans les saisons régulières. Donc, les forces et les faiblesses de Vancouver Jazz, ça va être d'une part, les forces, c'est qu'on a le droit d'utilisation de l'aréna, qui est une propriété de la ville de Québec, qui est en même temps le plus gros aréna de Vancouver. Il n'y a aussi aucun frais pour l'utilisation de l'aréna. Il y a aussi une période d'entraînement illimitée, c'est-à-dire que l'équipe, on lui donne le droit de s'entraîner quand elle veut, sans pour autant lui appliquer des frais ou quoi que ce soit. Il y a aussi un monopole au niveau de la géolocalisation, c'est-à-dire qu'on est la seule équipe qui détient le droit d'aller s'entraîner dans cette aréna en quelque sorte. Et enfin, la popularité de l'équipe. Notre équipe est quand même populaire. Pourquoi? Parce que, comme on a remarqué dans les statistiques, il y a tout le temps, la vente des billets est tout le temps supérieure à la moyenne de la Ligue. Quant aux faiblesses, on reste quand même dans un revenu qui dépend de la performance de l'équipe. Donc si l'équipe fait une bonne performance, les revenus vont être supérieurs. Mais si l'équipe fait une mauvaise performance, il y aura moins de parties à faire, donc moins de revenus en quelque sorte. C'est aussi un revenu qui reste quand même saisonnier. Donc durant toute l'année, il y a des matchs qui se jouent, mais quand il n'y a pas de match, il n'y a pas forcément de revenus qui rentrent. Donc ça dépend tout le temps du nombre de matchs que l'équipe joue. Et enfin, l'infrastructure reste quand même inutilisée la majorité du temps. C'est-à-dire que ça reste quand même un aréna, donc s'il n'y a pas de match, il y a forcément de l'entraînement, mais ça ne génère pas forcément des revenus. Donc cette fois-ci, je vais vous laisser avec Mehdi, et il va s'occuper de l'analyse quantitative de notre projet. Bonjour. En fait, pour l'analyse quantitative, on a décidé de séparer nos calculs en deux situations extrêmes, la situation optimiste et la situation pessimiste, et cela pour réussir à estimer notre vanne entre deux valeurs extrêmes. Donc, pour les deux valeurs extrêmes, pour la valeur pessimiste, on a réussi à estimer la valeur actualisée à 243 000 $, et la valeur optimiste à 6,9 millions $, ce qui nous donne une valeur moyenne de 3,5 millions $. Donc pour faire nos calculs, on a décidé de calculer un état de résultats prévisionnels sur 5 ans. Et cela en calculant les revenus, les charges d'exploitation, puis pour appliquer les impôts, on a calculé les résultats nets. On va vous montrer comment on a calculé nos résultats nets par différentes étapes. Pour le revenu des ventes de billets de loge, on a estimé dans une situation optimiste 39 matchs par saison, ce qui fait 30 matchs 5 matchs de série, 4 matchs de pré-saison et 30 matchs de saison. Pour le prix du billet, on a décidé que le prix du billet allait être fixe sur 5 ans à un prix unitaire de 15 $. Après, on est allé chercher la moyenne de nombre de billets par match en calculant, en se basant sur des statistiques entre l'année 2012 et l'année 2016. Pour la situation optimiste, on est allé prendre le nombre de billets vendus par match maximal entre ces 5 années. Pour le revenu de stationnement, c'est un revenu qui va rester stable entre la situation optimiste et la situation pessimiste. On a 1500 places et un prix de stationnement à 5 $. Les 1500 places vont être comblées dans tous les cas.
Pour le revenu de concert et de nourriture, pour la situation optimiste, on sait que le nombre de concerts va être entre 2 et 4. Donc on a décidé pour la situation optimiste un nombre de concerts de 4 par année. Le revenu moyen de concert va être de $50 000. Pour la nourriture, on a des frais fixes de $425 000 dans la situation optimiste, plus les frais varient. Maintenant, on est allé calculer les charges d'exploitation. Dans les charges d'exploitation, on a des salaires qui vont rester assez stables dans la situation optimiste et pessimiste, mais qui vont quand même augmenter sur un taux de 2%, le taux d'inflation. C'est la même chose pour les taxes et les assurances. Mais par contre, pour les entretiens et réparations, on sait que ça va être, c'est des frais variables qui vont dépendre de la situation, qu'elle soit optimiste ou pessimiste. Mais dans notre cas, on a choisi le $175 000 qui va être le trou minimal, le 175 dans le coût minimal pour la situation optimiste. Donc ça, c'est des résultats prévisionnels dans le cas pessimiste. C'est les mêmes calculs, mais c'est juste les valeurs qui varient, que ce soit dans le cas optimiste ou pessimiste. Donc les revenus vont être minimisés par rapport au cas optimiste et les charges vont être maximisées. Donc pour les revenus des ventes, on a estimé le nombre de matchs à 34, vu qu'on ne va pas jouer les séries, donc c'est une situation pessimiste. Pour le revenu de stationnement, ça reste quand même la même chose que la situation optimiste. Et pour les concerts de nourriture, on a estimé les frais fixes à 52 500. La charge d'exploitation va augmenter par rapport aux frais d'entretien et réparation qu'on a estimé à $300 000 qui vont augmenter de 2% par rapport à l'inflation. Pour notre valeur nette, on a calculé nos résultats nets et on les a actualisés à un taux de 10%, c'est le rendement espéré par M. Watt. Et pour la valeur actualisée nette, on a utilisé les résultats nets de la situation pessimiste. Ce qui nous donne, à la fin, on a mis la probabilité de la situation optimiste à 50% et la situation pessimiste à 50% aussi pour nous donner la valeur moyenne. Maintenant, on va passer à l'évaluation du projet. Donc, tout d'abord, on va évaluer nos risques. Alors, en termes de risque, on voit qu'il y a un risque légal qui reste très faible, étant donné que c'est une équipe de hockey. On ne pense pas que demain, il va y avoir des droits qui vont venir bloquer certaines de nos activités. La seule chose qui pourrait représenter un petit risque, c'est comme on l'a vu dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Amérique du Sud, c'est des interdictions de consommation d'alcool dans les arénas. On pense que ça ne devrait pas arriver ici, mais tout de même, c'est un risque qu'on doit prendre en compte. Ensuite de ça, le risque économique. Donc plus égale moins, c'est-à-dire qu'on n'est pas une équipe de la LNH. Donc si jamais la situation économique empire, on va dire que les gens ont un revenu disponible qui est plus faible, et ben, ils vont se retourner plus vers des équipes de la Ligue Junior parce que c'est un coût qui est inférieur. Ensuite de ça, la concurrence. La concurrence, comme on a dit, elle existe, oui, mais elle est représentée par d'autres équipes de la Ligue Junior et par des équipes de la LNH. C'est quand même un marché qui est segmenté. La concurrence n'est donc pas vraiment similaire. Et notre équipe est basée à un endroit précis. Il ne va pas y avoir une équipe qui va venir s'installer à côté demain. Donc on peut dire qu'il y a comme un petit monopole à ce niveau-là. La concurrence ne représente pas vraiment un risque. Nos vrais risques représentent par contre l'entretien et les réparations. C'est nous qui les payons à chaque année, c'est la mairie qui nous les fait payer. Et si elle décide demain de nous en faire payer beaucoup plus, on peut penser notamment à un bâtiment qui vieillit dans quelques années, un effondrement d'une tribune ou quoi que ce soit. Si c'est nous qui payons les réparations, oui, pour le moment c'est bien parce que ça revient moins cher que payer tous les frais. Mais en même temps, d'un seul coup, ça représenterait un frais très très important. Aussi la politique de la mairie. Actuellement, ils nous laissent jouer gratuitement, ils nous laissent nous entraîner gratuitement. Ils pourraient très bien se dire demain, ils ont besoin d'un peu plus de cash, on va les faire payer, parce que nous, dans ce cas-là, on n'aurait pas trop d'autres choix étant donné qu'on s'entraîne ici. Parce qu'ils pourraient très bien attirer un revenu en louant l'aréna à d'autres équipes qui viendraient s'entraîner en leur payant des charges. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu nos différentes stratégies qu'on a. Parce que là, on a vu que le projet était rentable, oui. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir le rendre encore plus rentable? Comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher davantage de profit? Donc, une première chose à faire, c'était d'augmenter les ventes de billets en pré-saison et en saison. On a vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de sièges vacants à chaque match de pré-saison. Ça, on sait bien, c'est des matchs qui sont moins populaires.
Mais c'est un moment clé pour nous, parce que si on va chercher du monde en pré-saison, c'est des gens qui vont développer un réel intérêt pour l'équipe et qui vont être là aussi pendant les matchs de saison. Alors on va vraiment mettre l'emphase sur aller chercher du monde pendant les matchs de pré-saison. Donc pour ça, on va devoir diminuer un petit peu nos marges, éventuellement vendre des billets moins chers pour attirer plus de monde. On va aussi faire des offres promotionnelles qui sont très populaires, notamment en offrant un billet avec éventuellement de popcorn et puis une bière. Et ensuite de ça, on va vraiment cibler notre clientèle. Qui c'est qui est intéressé par ça, qui correspond bien à leur budget, c'est les étudiants. Donc éventuellement aller faire des sponsors avec des associations étudiantes qui vont pouvoir promouvoir notre équipe, vendre des billets, éventuellement faire des concours où on peut gagner les billets. Ce qui va faire que si on réussit à développer vraiment un engouement chez les étudiants pour notre équipe, ça va augmenter sa popularité générale et donc nos ventes de places et nos profits. Donc maintenant, on va chercher à augmenter aussi le nombre de concerts. Et effectivement, on a vu que c'était vraiment très marginal. On a entre 2 et 4 concerts par an. C'est pas très intéressant. D'autant plus qu'il y a un fort potentiel. On a quand même une salle de 10 000 places qui est facile d'accès. On a un parking. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas faire davantage de concerts. En plus de ça, voilà, je pense qu'on pourrait utiliser vos contacts, étant donné que vous êtes l'actionnaire majoritaire, vous possédez la société Sound Business Decision. Je pense que vous devez probablement avoir des contacts et qui vont peut-être nous permettre de ramener des personnes intéressantes, des grands noms pour développer cette salle et éventuellement en faire une des places principales de concert dans la ville de Vancouver. Ensuite de ça, il y a diverses stratégies aussi qu'on va aller chercher pour toujours continuer à augmenter notre profit. Notamment, on a des places de parking qui sont payantes seulement pendant les matchs. C'est sûr qu'elles ne sont pas très utilisées en dehors des matchs, mais tout de même, on pourrait les rendre payantes parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui les utilisent toujours, qui trouvent ça pratique parce qu'ils ont leur travail à côté. Donc oui, on va prendre ces places de parking payantes. Également, on a dit tout à l'heure qu'on n'utilisait pas tout le temps l'infrastructure, et ce qui était un petit peu dommage. On génère juste du profit les soirs de match et les soirs de concert. Donc là, on va essayer d'aller chercher une ouverture constante du restaurant chic. Un restaurant chic qui est dans la bâtisse, qui n'est pas utilisé toute l'année. On voudrait qu'il soit ouvert en tout temps pour attirer du monde. Ça va également attirer des gens qui vont venir avec leur auto, qui vont se mettre au parking, qui va être payant. Donc on va aller chercher un profit là aussi. Le restaurant pourra aussi faire la vente de nos articles promotionnels. Comme ça, on va encore attirer continuellement un flux de personnes qui vont se déplacer vers chez nous pour acheter nos articles, qui vont utiliser le parking et qui vont augmenter nos profits. On pense également à une potentielle politique de sponsors, aller chercher davantage de sponsors, utiliser vos contacts, encore une fois, votre réseau qui est très important pour développer notre base de sponsors. Également, aller chercher des partenariats télévisés qui peuvent être intéressants pour nous. Même si on ne tire pas un gros profit de ça, ça peut augmenter de beaucoup notre image. Maintenant, on parle aussi de la performance de l'équipe. On sait très bien que nos profits sont liés au nombre de places qu'on vend. Le nombre de places est lié à la performance de l'équipe parce que les gens veulent quand même venir voir une équipe qui gagne. Si l'équipe perd toujours, on s'entend qu'on va perdre beaucoup de places. Il faut qu'on augmente la performance de l'équipe. Comment faire? Éventuellement, ça peut avoir un coût. On peut faire un investissement là-dedans en augmentant le salaire du coach pour éventuellement aller chercher un coach plus important, plus pertinent, de plus grande renommée, et aussi attirer de joueurs qui ont de plus fort potentiel dans l'équipe. Tout ça en offrant un salaire plus fort. On pense que sur le long terme, ça va avoir un impact très positif si l'équipe est renommée pour son niveau. Il y a beaucoup plus de monde qui vont se déplacer pour nous voir. Maintenant, l'implantation. Alors, on vous propose l'échéancier suivant. Donc, dans une période de 0 à 6 mois, on va négocier l'achat. Ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on est le 20 août 2016. Il ne faut pas se précipiter tout de suite pour acheter. La Ligue va commencer, même si on faisait l'achat très rapidement, on n'aurait pas le temps de lancer nos nouvelles politiques, de mettre en place vraiment nos nouveaux types de fonctionnement. Et ce qui fait que ce n'est pas très intéressant de se précipiter pour l'achat maintenant. On pense que c'est vraiment plus pertinent de prendre une période de 0 à 6 mois pour négocier éventuellement un prix d'achat qui soit aussi inférieur à 10 millions de dollars. Dans une période de 6 à 12 mois, une fois qu'on aura acquis, qu'on sera devenu l'actionnaire majoritaire, que vous serez, pardon, et bien tout simplement mettre en place le restaurant comme on l'a dit, et puis obtenir de nouveaux concerts, peut-être en l'honneur de vous-même, étant donné que vous venez d'arriver en tant qu'actionnaire majoritaire de l'équipe. 12 à 15 mois, on va chercher à mettre en place nos nouvelles politiques, nos nouvelles publicités, comme j'en ai discuté juste avant, également attirer un coach populaire, et pourquoi pas nommer un ambassadeur symbolique, un grand joueur de hockey qui sera intéressé à nous aider et à aider à augmenter l'image de l'équipe. Donc, un projet alternatif, si Walt vous désirez être plus frileux, ce serait de devenir actionnaire minoritaire pendant 1 à 2 ans pour évaluer vraiment le projet, voir si vous vous y sentez à l'aise. On se rappelle que vous nous avez quand même demandé de faire ça parce que vous voulez avoir du fun, vous voulez aussi en profiter, vous ne cherchez pas seulement un profit,
Donc peut-être devenir actionnaire minoritaire pour voir si le board vous convient, si le mode de fonctionnement va bien. Et éventuellement, après 1-2 ans, tirer vos conclusions et décider d'acquérir ou non. Et pourquoi pas étudier d'autres projets similaires, d'autres équipes qui pourraient aussi vous intéresser. Donc maintenant, on passe à la conclusion. Pour résumer, vous nous aviez demandé si oui, il fallait acquérir l'équipe des Vancouver Jazz. Donc malgré ce que je viens de dire, oui, c'est un oui ferme. Il faut acheter les Vancouver Jazz parce que nous allons avoir une valeur actualisée nette moyenne de 3,5 millions de dollars, tout en ayant bien sûr un rendement de 10% par année. On a vu que les risques étaient quand même très faibles, d'accord, même si c'est un marché qui est mature, on a assez peu de risques, ça devrait très bien aller dans les prochaines années. Il y a un potentiel de croissance, oui, qui existe, de par ce que je vous ai présenté précédemment. Oui, le marché est mature, mais on peut aller chercher davantage de personnes, on peut faire des concerts, on peut tirer un profit supplémentaire. Enfin, il y a une valeur ajoutée personnelle qui est forte pour vous-même, parce que comme vous le disiez, vous souhaitez posséder une équipe, vous avez vos amis qui possèdent des équipes, vous allez avoir du fun avec ça, donc on pense qu'il faut absolument acquérir l'équipe des Vancouver Jazz. Merci. Maintenant, on va être disponible pour répondre à vos questions. Oui. Donc, moi, j'avais une petite question. Vous avez mentionné que la vanne la plus faible serait environ de 243 000. Je me questionne un petit peu, justement, vous avez parlé que les risques, l'entretien et réparation, qui pourraient peut-être être un petit peu plus élevés que prévu, justement, s'il y avait des problèmes avec l'arena et tout ça. Donc, je me demandais si c'était fiable, les données qu'on avait, étant donné que, par exemple, en 2015, c'était quand même 700 000 $. Donc, si par exemple, c'était 700 000 $ pour les prochaines années, est-ce que c'était quand même intéressant, étant donné que la vanne était à 243 000 $? La vanne de 243 000 est quand même dans une situation assez extrême et pessimiste. Donc, je pense que c'est une vanne positive. On pourrait voir s'il y a des charges aussi élevées, on pourrait les payer avec notre encaisse à la date de l'échange. Certains, comme on l'a dit, s'il y avait des charges maximum qui devaient être attribuées, ce serait probablement pas pour plusieurs années d'affilée, étant donné qu'on a quand même un rendement de 10%, même en ayant cette vanne positive, si on devait venir à grappiller un petit peu sur le surplus qu'on fait, ça diminuerait le rendement pour une année, mais les années qui vont suivre, on va obtenir notre rendement. Pourriez-vous expliquer un peu le calcul de la vente, justement? Je vois que vous avez actualisé les flux sur 5 ans, puis après ça, vous avez juste enlevé l'investissement initial de ces 5 années-là, c'est ça que vous avez fait? Ou? On avait actualisé au R, au 10% du rendement espéré de l'actionnaire. Oui. Et avec ça, on avait l'investissement initial était 0. D'accord. En 2016. Puis, vous avez pris seulement 5 ans, mais moi, après 5 ans, est-ce que mon équipe de hockey, je pense qu'elle va exister encore? Là, et je ne penserais pas qu'arrêter l'exploitation après 5 ans. C'était des étapes préliminaires sur les 5 prochaines années. On avait estimé notre valeur actuelle sur les 5 prochaines années. D'accord. Moi, j'ai regardé un peu votre section stratégie, puis je trouve qu'il y a des bonnes choses là-dedans, mais je me demande pourquoi est-ce que moi je serais capable de faire ça? L'ancien propriétaire, lui, il dormait sur la Switch, tu sais, il n'y a pas un nombre de concerts, il gardait ça au minimum, il ne vendait pas de billets. Je me demande si tout ça, ça va pouvoir se réaliser concrètement. Je ne sais pas si vous avez évalué la possibilité que peut-être que mon ancien partenaire le fait. Puis je veux savoir cette nouvelle stratégie-là, quelle valeur que ça peut amener dans mon entreprise. Puis est-ce que c'est réaliste, ces stratégies-là? Je me demande. Alors, est-ce que c'est réaliste? Oui. Je n'ai pas d'informations quant à l'ancien propriétaire, mais on s'entend que 2 à 4 concerts par année, c'est quand même un chiffre qui est très faible. Ça prouve clairement un manque de motivation, qui peut montrer aussi qu'il n'y avait pas une grosse motivation dans le management. Comme on l'a vu, c'est un marché qui est mature. Il y a des profits qui rentrent chaque année, plus ou moins les mêmes, les billets sont vendus chaque année. Peut-être qu'à un moment, justement, les gestionnaires ont un petit peu arrêté de pousser pour aller chercher un profit supplémentaire, parce qu'ils se sont reposés en quelque sorte sur leur laurier, sur ce profit qui est rentré à chaque année. Donc, effectivement, nous, quand on va arriver avec une équipe motivée, nous, on va être là pour vous conseiller, pour continuer à avancer là-dedans, et on va pouvoir aller chercher très certainement ce profit supplémentaire. Comment je vais faire pour négocier avec la ville? Parce que je ne suis pas propriétaire de la bâtisse, ou je ne deviendrai pas propriétaire. Avez-vous une stratégie peut-être d'attaque
envers la ville, parce que c'est peut-être la ville qui disait à l'ancien propriétaire qui disait tu ne peux pas faire plus que 2 concerts, ou je sais que vous en avez parlé dans. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais comme on l'a vu, la ville nous a vraiment des conditions très très favorables d'exploitation de l'aréna, qui ferait qu'une idée d'acquisition complète de l'aréna ne serait pas rentable parce qu'on n'économiserait pas tant de coûts que ça. On économiserait juste nos charges d'infrastructure et éventuellement les taxes. Mais à côté de ça, on a vu qu'il nous a vraiment des conditions très favorables et si on essayait de l'acheter, probablement que ce serait un projet qui serait très coûteux. Ensuite de ça, est-ce que la ville leur mettait des restrictions par rapport à l'utilisation de l'aréna? Je ne pense pas. Étant donné qu'on voit qu'ils les laissent utiliser librement, il semble qu'il y a une gestion assez laxiste de la ville par rapport à ça et qu'ils laissent complètement les propriétaires gérer l'aréna. Vous avez énormément d'idées dans la stratégie, les restaurants, le stationnement plus cher, la vente d'articles conventionnels, voilà, merci. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment réaliste d'implanter tout ça dans un délai d'1 an? Est-ce que j'ai les compétences pour faire ça tout d'un coup, de partir à un restaurant? Puis, vous pensez pas que c'est beaucoup la même année que j'acquiers une nouvelle entreprise? Oui, alors le restaurant, il est déjà en place. C'est ça qui vous inquiète particulièrement. Il est déjà existant. On a vu qu'il y a un restaurant chic dans l'aréna. Ce serait tout simplement le faire rouler en continu. Donc ça va juste prendre, c'est le restaurant qui se finance lui-même, donc il va falloir qu'ils embauchent du monde pour rouler en continu toute l'année. Tous les autres projets qu'on a, oui c'est sûr qu'on va continuer l'implantation, rendre le parking payant, ça ne me semble pas très compliqué non plus. Je pense qu'avec de bons conseils, ça ne devrait pas poser problème. Il est certain que dans un temps, comme on a dit qu'on voulait implanter ça, dans un temps de 6 à 12 mois à peu près, c'est un délai qui est assez court pour tous les projets qu'on a, mais éventuellement on va pouvoir étaler ça un petit peu plus sur le long terme en mettant l'accent sur les projets qui sont essentiels actuellement. D'accord. Aviez-vous d'autres questions? Oui. J'en ai une. J'aimerais ça, à un certain point, je pense, dans votre échéancier, vous dites peut-être négocier un prix à la baisse, est-ce possible? Je vois la vanne qui est hautement positive, puis là, il faudrait que j'aille négocier un prix à la baisse. Est-ce que je ne serais pas mieux de sauter sur l'occasion et de l'acheter tout de suite? J'ai tellement une belle grosse vanne positive de toute manière. Bien sûr, on pourrait faire ça, mais pourquoi pas aller chercher peut-être 1 million, quelque chose comme ça. Bon, peut-être pas 1 million, 500 000 $. Effectivement, tout ce qu'on peut négocier, c'est bon à prendre. Comme on l'a dit, peut-être que les managers, comme on a vu, qui ne faisaient pas grand-chose en ce moment, que ça ne bougeait pas, qu'ils n'avaient pas trop de gros projets, ils ont peut-être le désir de vendre. Peut-être qu'ils ont des projets, peut-être qu'ils sont assez âgés aujourd'hui. Donc, on va pouvoir profiter de ce créneau-là pour investir et négocier un 500 000 $ qui pourrait être réinvesti dans de la publicité. C'est une tentative de négociation. Effectivement, comme on l'a dit, il faut absolument acquérir à 10 millions de dollars. Mais à côté de ça, pourquoi pas essayer tout de même de négocier. Merci. Merci. Le temps était de 19 minutes 50. Bonjour. Ça s'est bien passé les dernières présentations? Un petit résumé pour les résidents. Vous pouvez prendre le temps de vous pour faire les débuts. Actuellement, on veut mettre des clés d'évaluation pour chacune des équipes sur vos commentaires positifs et négatifs. Fait que si vous pouvez nous rentrer ça, ça clairement quand on veut leur donner. Puis on va faire ça au lieu que vous ayez besoin de faire comme un début général à tout le monde. Ça va vous personnaliser de cette façon. Ah, ok. Fait qu'on fait pas de On peut-tu faire un début général? Vous pouvez, vous allez informer les équipes. Mais si vous voulez en faire un, Oui. ok. Non, ça C'est bien plus facile. Ouais. Parce Je pense que que, c'est mieux pour nous que de faire un an de faire des règles depuis le début de la journée. Ah, on a pris les notes sur plein de